Alors, lorsqu'on aborde la question de la création de valeur autour des aménagements, il y a bien évidemment différents types de valeurs. Et ce serait déjà toute une conférence d'aller tous les définir. Ce ne sera pas le projet d'aujourd'hui. Euh, Moi, j'ai fait la sélection des valeurs sociétales et environnementales. Je parlerai assez peu des valeurs économiques. J'aurais même pu ajouter les valeurs philosophiques si on parle d'aménagement créé de la part de citoyens. Alors, lorsque je me suis intéressée à la question de la création de valeur, dans un premier temps, j'ai distingué deux grands angles. Le premier étant celui de l'appropriation du milieu par le milieu, et le second, l'illustration d'un partenariat entre une région et Hydro-Québec, qui est quand même un acteur clé dans le paysage des grands projets. Car en effet, outre les 11 centrales déjà construites sur la rivière Saint-Maurice, Hydro-Québec maintient une activité intensive sur la rivière, avec bien évidemment la gestion des aménagements, mais également avec des travaux de réflexion qui ont lieu régulièrement sur les aménagements. Ces dernières années, on a travaillé sur la Gabelle, Shawinigan 2, Shawinigan 3, la Tuque. On a construit 2 nouvelles centrales, Rapide des Cœurs, Chute à l'Art. Alors bien évidemment, toute cette activité entraîne un contact très très étroit entre Hydro-Québec et le milieu, car la particularité quand même d'Hydro-Québec, c'est que lorsqu'on arrive, si j'ose dire, on est là pour longtemps. Une centrale, c'est pas un projet de quelques années, on l'a construit et puis sa durée de vie, c'est quand même plusieurs décennies. Donc il est important de maintenir ce niveau avec le milieu. La région de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, la Mauricie, elle a une volonté qui est de l'utilisation polyvalente de la rivière. Donc, dans cette volonté d'utilisation polyvalente, elle développe aussi et désire avoir un partenariat de qualité avec Hydro-Québec. Pour ce qui est de l'autre angle de l'appropriation du milieu par le milieu, c'est pas mal celui qui a attiré mon attention en tout premier lieu. C'est-à-dire que oui, on fait des études d'impact, on les étudie, on vérifie ce qu'on peut faire pour les atténuer, les corriger, mais qu'advient-il de tous ces aménagements longtemps après? Qu'est-ce qu'ils deviennent un petit peu en dehors d'Hydro-Québec? C'est sûr que dans le cas de la Mauricie, comme je viens de le dire, c'est quand même, il y a un fort partenariat, donc ce ne sera pas toujours facile de distinguer le pur, entre guillemets, milieu par le milieu et le partenariat, mais on verra quand même qu'il y a de très belles initiatives autonomes, si j'ose dire. Comme je vous dis, là, je parle de cette création de valeur, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'Hydro-Québec est très présent aussi avec des programmes tels que le PMVI, etc., qui permettent, ça c'est le programme de mise en valeur intégré, qui permettent aussi des développements de la part des communautés avec une consultation de la population. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le sujet. Donc, je vais illustrer quelques petits exemples de l'appropriation des aménagements par le milieu et des initiatives qui ont été développées dans la région par les différents acteurs du milieu. Et je vais me concentrer un peu sur les exemples positifs parce que le but, c'est une amélioration constante de nos pratiques. Et si on veut reproduire ce qui fonctionne, c'est peut-être on essaye de comprendre ce qui fonctionne pour pouvoir le reproduire. Alors, l'ensemble de Saint-Maurice, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est la région de la Mauricie. C'est donc une rivière qui, comme je l'ai dit, a 11 centrales, avec un réservoir de tête qui est quand même assez important, avec plus de 8 milliards de mètres cubes. Donc, 9 réservoirs, 11 centrales, parce qu'à certains lieux, pour un réservoir, on a 2 centrales. C'est le cas de Grand-Mère, c'est le cas de Shawinigan. Et du réservoir Gouin jusqu'à Trois-Rivières, c'est 500 km de rivière. La très grande particularité quand même de la Mauricie, c'est qu'elle est vraiment intimement liée à l'hydroélectricité. Elle émerge directement de cette industrie. Et tout l'ensemble Saint-Maurice va découler donc de cette première grande création qui est arrivée donc en 1899, où on a construit un complexe hydroélectrique, mais aussi une ville. Shawinigan, elle est carrément
né de la naissance de cet immense complexe hydroélectrique. Et c'est sur ce complexe hydroélectrique et industriel que la Mauricie va se bâtir aujourd'hui. Et puis petit à petit vont prendre, à partir de 1899, son essor, son envol grâce à le dynamisme de la région. Donc la centrale de Shawinigan, c'est la première de tout l'ensemble qui va suivre par la suite sur la rivière. Donc entre 1899 et 2008, donc année de la dernière centrale que nous avons construite sur la rivière Saint-Maurice. Et donc la création de cette ville de 20 000 habitants qui a été construite avec un plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement a été copié sur celui de New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter Shawinigan, mais on a un petit peu cette copie de ce petit New York, là, avec la 4e avenue, 5e avenue, avec un grand parc à la fin de ces avenues. Bon, ce n'est pas Hydro-Québec qui était présent à l'époque, c'était la Shawinigan Water and Power, mais on va hériter d'un certain nombre de ces centrales au moment de la nationalisation. Donc, la première grande création de valeur, c'est vraiment l'émergence de la région autour des aménagements hydroélectriques qui va attirer des industries telles que les alumineries, les papetières, et on va même construire une voie ferrée. Donc, comme je le disais, l'autonomie de la région et le développement qui va caractériser ce dynamisme autour donc, des aménagements et de ce que permet aussi la stabilisation des plans d'eau. Parce que qui dit centrale, dit réservoir, gestion des plans d'eau. Donc, on a une stabilisation de ces plans d'eau qui se fait, le dynamisme et le développement de la région se fait aussi autour du patrimoine bâti industriel, et aussi grâce à une gestion des risques d'inondation qui va permettre, donc ces 3 facteurs vont permettre le développement de secteurs économiques. Donc on va petit à petit, donc, au fil du temps qui passe, des années qui passent, au fur et à mesure que ces centrales se construisent, assister à l'appropriation du milieu par le milieu, l'émergence d'un nouveau milieu intégré à travers de nouvelles pratiques et l'émergence aussi d'un réseau de services intégré qui contribue à la qualité de vie. Donc, je parlais de création de valeur patrimoniale, parce que bien évidemment, si on pense aménagement hydroélectrique, on pense centrale. Il y a d'autres installations aussi. Ceux qui connaissent le nord de la Mauricie, il y a un très beau village qui s'appelle le village de Rapide-Blanc. Mais ce que je vous illustre ici, c'est donc la centrale de Grand-Mère qui a été construite sur le modèle de la cathédrale, de la cathédrale d'Albi. Et donc, ce qui fait de cette centrale le fleuron de l'architecture, un des fleurons de l'architecture industrielle au Québec. Et là, on a aussi une première illustration de l'intégration vraiment de cette structure par le milieu. Aujourd'hui, cette centrale, elle s'intègre à un nouveau complexe touristique, soit celui de la nouvelle marina de Grand-Mère. Au pied de la centrale, il s'est construit une nouvelle marina et la ville de Shawinigan évoque le site patrimonial pour publiciser la marina. Donc, une première illustration. La création d'ouvrages facilite également l'accès au territoire. On ouvre beaucoup le territoire quand on construit des centrales parce qu'il faut construire des chemins d'accès pour la construction, mais ensuite pour l'exploitation, la réfection, la maintenance, etc. Donc, qui dit route, dit colonisation du territoire. Et une façon peut-être un petit peu plus originale aussi d'ouvrir le territoire. Là, je vous le montre ici, c'est un lien terrible. Il y en a 2 sur la rivière Saint-Maurice. Celui-ci, c'est le lien terrible de la Gabelle. Il y a également un lien terrible plus haut sur la Saint-Maurice qui est le lien de Tranche. Donc, en 1999, pour vous donner l'exemple de la Gabelle, Hydro-Québec a ouvert le lien inter-rive entre Saint-Étienne-des-Grès et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Et ça créé énormément de valeur, à tel point qu'en 2001, il y a des élus municipaux qui ont témoigné du développement immobilier qu'a permis ce lien inter-rive, car il évite aux villégiateurs, aux propriétaires, de faire un très long détour, soit par Trois-Rivières, soit plus haut sur la rivière, de traverser. Donc, c'est des milliers de kilomètres économisés par année, donc on a quand même aussi une plus-value environnementale, une plus-value donc
immobilière, pardon. Et ça répond à deux priorités régionales qui visent l'occupation dynamique du territoire et la qualité de vie. On se doute que si les individus évitent de faire des milliers de kilomètres, on améliore leur qualité de vie. Et on peut ajouter à ça aussi des circuits cyclistes qui passent eux aussi sur la Gabelle et qui sont intégrés à tout un réseau dans la région et qui intègrent donc le lien interrive et il y a tout un parc aussi autour, puis des chemins forestiers. Et donc, ça amène bien évidemment un afflux touristique et encore une amélioration de la qualité de vie et de la santé par la pratique du sport qui est donc favorisée. Là aussi, le milieu s'est approprié ce lien. Il a créé une coopération, c'est la coopération interrive de la Gabelle, et qui donc gère un petit peu aussi les aménagements qui sont autour. Je parlais de la limitation des inondations. Hydro-Québec a des alertes en cas d'inondation et en cas de situation d'urgence. Elle communique quand même, c'est la sécurité civile quand même qui va s'en occuper et qui va faire le lien avec les municipalités. Mais grâce à la limitation des inondations, ça permet également le développement de sites de villégiature. Bon, ça, c'est justement la centrale de la Gabelle et tout le parc qui est autour. Et, certains éléments du parc ont été aménagés par Hydro-Québec, mais il y a également des aménagements qui sont des initiatives citoyennes. Dans la région, on a également la Cité de l'Énergie, qui est un site, un pôle de tourisme industriel, puisque je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un lieu qui explique un petit peu ce qu'est l'hydroélectricité. Alors, à l'origine, c'était effectivement une initiative d'Hydro-Québec, mais qui a été reprise donc, par les acteurs du milieu et qui fonctionne maintenant en un partenariat multiple avec les différents même paliers gouvernementaux. Ça amène des milliers de visiteurs par année dans la région. Et ça intègre également une scène de spectacle et donc qui permet le développement des artistes de la région. En 1995, sur la rivière Saint-Maurice, c'est l'arrêt de la Drave. Jusqu'en 1985, en 1995, on continuait à faire circuler les billots de bois. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup d'aménagements sur la rivière avant l'arrivée d'Hydro-Québec. Et même lorsqu'il y avait la Shawinigan Water and Power, il y avait deux fonctions à cette rivière. Il y avait bien évidemment donc l'hydroélectricité, mais il y avait également le transport du bois. Donc, il y a beaucoup de structures sur la rivière qui ont été construites pour permettre la circulation des billots, puisqu'on gérait aussi les débits pour les faire circuler. Mais en 1995, tout cela s'arrête. Hydro-Québec contribue au nettoyage de la rivière en abaissant ses niveaux et permettre à des initiatives locales, ce n'est pas Hydro-Québec qui nettoie la rivière, donc de procéder à ce nettoyage, donc ramassage du billot de bois et de tout ce qui traîne sur le bord du réservoir. Le nettoyage a également permis l'essor de la navigation, qu'elle soit de plaisance ou de compétition. La navigation sur la rivière Saint-Maurice a été grandement favorisée par la régulation des débits dus à la présence des aménagements, l'adaptation des niveaux d'eau et la mise en place de débits réservés. Il y a aujourd'hui sur la rivière Saint-Maurice un projet, on l'appelle encore le projet pilote, mais même si ça fait quand même plusieurs années qu'il est en place, où on réserve les débits au niveau de la TUC toute la semaine et on ne les relâche que la fin de semaine pour permettre la navigation une navigation plus facile entre la TUC et Shawinigan, justement. Donc, ça permet, avec la hausse du niveau d'eau, à certaines embarcations de remonter jusqu'à la TUC, alors que ce n'était pas possible avant. Alors, avec le développement aussi de cette navigation, là encore, on est dans l'amélioration d'une qualité de vie, d'une certaine philosophie, pour ceux qui connaissent la voile, et aussi de retombées économiques, puisqu'il y a tout un réseau touristique et de services qui vont se mettre autour. Pour la petite anecdote, à Grande-Pile, un petit village proche de Shawinigan, il y avait
une couturière spécialiste dans la couture des voiles qui est venue s'installer. Ensuite, c'est des petits restaurants qui viennent pour accueillir les navigateurs. Donc, voilà, toute la chaîne habituelle du développement touristique. Juste pour donner un petit chiffre, car j'en donne assez peu, donc c'est quand même 130 km de voies navigables, ce qui est quand même plutôt intéressant pour les navigateurs. Toujours pareil, la stabilisation des plans d'eau, ça permet aussi un couvert de glace beaucoup plus sécuritaire. Donc, une ouverture du territoire grâce à une circulation le long de la rivière, un développement de tourisme hivernal qui accueille donc les motoneigistes, et l'organisation aussi de certains événements comme le Festivolant qui a lieu donc tous les hivers à Grande Pile et qui n'est possible que grâce à la stabilité du couvert de glace. Donc là, une fois de plus, la région s'organise autour de ce nouveau milieu et c'est en tirer profit. Et c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie, puisque ce sont des activités récréatives. Beaucoup de petites familles viennent s'amuser là tous les hivers. Donc, en conclusion, parce que j'aurais pu donner d'autres exemples, mais c'est les plus frappants, je dirais. On constate donc autour de ces aménagements des démarches qui émanent des communautés, qui reflètent des valeurs sociétales, des démarches d'autogestion aussi qui permettent la prise en main des décisions par le milieu récepteur et l'amélioration de lieux de vie qui favorisent l'émergence de liens sociaux. Je mentionnais en tout début que nous intéresser à ça chez Hydro-Québec, c'est aussi dans le but d'avoir une meilleure acceptabilité de l'intégration de nos aménagements et donc une meilleure acceptabilité sociale.